Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire sur le travail sur écran et les nouveaux modes de travail. Nous sommes trois ergonomes du pôle technique de Audalia, ex-AIST 83. Je vais passer juste la parole à mon collègue Nicolas. Oui, voilà, donc je suis Nicolas Chamoux, ergonome chez Audalia. On passe pas la parole à notre autre collègue Hélène Mardikian, mais qui est là dans le chat et qui vous répondra, mais qui n'a plus de voix aujourd'hui, donc elle est avec nous. Elle va répondre à toutes vos questions dans le chat en cours de présentation, mais on laisse sa voix se reposer. Et donc, je suis Julie Réal, ergonome Audalia aussi, et on est très heureux de vous accueillir. Donc, juste pour que vous sachiez, donc on a parlé de l'enregistrement, on a parlé du chat, et on va faire une petite présentation juste d'Audalia et de l'ergonomie pour vous donner des informations un peu générales. Sachant que Audalia, alors c'est une association qui a été créée en 1943, donc il y a plus de 80 ans d'existence, qui est agréée par la DRETS, avec un agrément renouvelable tous les 5 ans. On a plus de 30 000 adhérents, 233 000 salariés suivis. On est 244 collaborateurs à votre service. On a 19 centres médicaux. Sachez que la mission historique a évolué et on vous invite à vous rapprocher du médecin du travail pour parler de ces nouvelles missions. Vous avez une slide qui vous résume l'ensemble de ces missions. Et sachez que souvent, effectivement, on peut s'arrêter au rôle du médecin du travail et des visites médicales pour ses salariés ou ses agents. Mais en fait, ce n'est pas tout. On a des missions de conseil auprès de vous, notamment donc, via le médecin du travail, mais aussi via les ATST, assistants techniques en santé au travail, infirmiers en santé au travail et notre pôle technique. Puisque notre pôle technique, alors là effectivement on va parler un petit peu d'ergonomie, mais notre pôle technique regroupe donc 3 ergonomes, mais aussi des psychologues du travail, des ingénieurs en risque chimique, des IPRP qui font de la métrologie. Donc on est à votre service pour vous aider dans votre prévention primaire et corrective. Donc l'ergonomie, une approche globale de la situation de travail. Donc pour ceux qui en ont entendu un petit peu parler mais qui n'en savent pas plus, l'ergonomie en fait c'est adapter le travail à l'homme et non pas adapter l'homme au travail. Et l'idée c'est de concevoir ou d'améliorer des situations de travail pour les adapter aux besoins des utilisateurs en termes de santé, de confort, de sécurité et d'efficacité. Donc l'idée est de chercher des aménagements d'ordre technique mais aussi organisationnel et individuel. Donc, l'ergonomie, dans une organisation, nous avons des personnes qui réalisent des tâches avec des équipements dans un environnement et dans un temps donné. Et nous, on va essayer de procéder à l'analyse de ces interactions, des interactions des opérateurs. Donc, quand vous m'entendez dire opérateurs, derrière, ce sont les salariés et les agents qui travaillent. Avec donc l'idée d'analyser les interactions avec les opérateurs avec ces différents systèmes dans le but d'améliorer les conditions de travail et en lien la performance du système global. Donc on va passer à la présentation qui est au cœur de notre sujet. Donc on va vous parler des nouveaux modes de travail et du travail sur écran. Donc, il y aura une petite partie sur les généralités, les bonnes pratiques autour du travail sur écran, les équipements ensuite. Puis, nous parlerons des nouveaux modes de travail pour savoir exactement de quoi on retourne et de quoi parle-t-on. Puis, si jamais donc, vous avez besoin d'analyser une situation de travail complexe, un environnement où vous travaillez en conception, on vous donnera des conseils pour agir. Je laisse la parole à Nicolas, mon collègue. Oui, donc voilà, tout d'abord les généralités et bonnes pratiques concernant le travail sur écran. Voilà, donc ce que l'on peut dire, c'est que le travail sur écran semble simple en apparence, mais il y a énormément de questions à se poser lorsqu'on veut faire l'analyse d'un poste. Donc il y a toute une variété de questionnements auxquels on va s'intéresser. Donc par exemple le type d'activité.
Donc, est-ce que l'activité nécessite de la concentration? Est-ce qu'il y a des personnes accueillies? Est-ce qu'on fait de la saisie? Est-ce qu'on passe des coups de téléphone? Est-ce qu'il y a des déplacements? On va s'intéresser également au type d'organisation. Voilà, donc quelles sont la nature des tâches sur une journée de travail, sur une semaine de travail, une année? Est-ce qu'il existe de la pression temporelle? Quels sont les paramètres de la charge de travail? On va s'intéresser au mode de management, voilà, par rapport, par exemple, à l'autonomie, aux process existants. On s'intéresse à l'activité de l'équipe, des collègues. Donc, est-ce qu'il y a des réunions organisées régulièrement? Quels sont les échanges au sein d'une équipe? Voilà, est-ce que ça va être un travail en open space, en bureau individuel? Est-ce que ça va être du desk sharing, etc. Donc, tous ces nouveaux modes de travail, on va les aborder ensuite. Voilà, donc on peut avoir la position du bureau dans l'espace. Euh, ensuite, euh, ensuite, donc par exemple, le débattement autour du poste, les dimensions du plan de travail, l'espace sous le plan de travail, le réglage du fauteuil. Donc ça, c'est des questions qu'on abordera également. Quel est le type d'ordinateur? Au niveau des écrans, voilà, est-ce que ça va être un simple écran, un double écran? Quelles sont leurs positions? Au niveau de la colorimétrie, comment ils sont paramétrés? On va s'intéresser aux périphériques, donc sans oublier les passages de câbles également. À l'imprimante, donc la position de l'imprimante, son accessibilité, est-ce qu'il y a du bruit par rapport à l'imprimante? Donc là, voilà, c'est vraiment des exemples, mais il y a tout un tas de questionnements. On va pas rentrer trop dans le détail de chaque élément, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Voilà, donc les documents papier, est-ce qu'on utilise des documents papier? Quels sont les logiciels utilisés? Au niveau des rangements, voilà, il faut pas les oublier. Est-ce qu'il y a des rangements? Quels sont leurs nombres, leurs positions? Euh, voilà. On prend en compte aussi l'éclairage, donc tout ce qui est ambiance lumineuse, thermique, voilà, donc éclairage, bruit, température. On va regarder également l'aération, les fenêtres, la climatisation, etc. Donc on va prendre en compte énormément de paramètres, donc que ce soit sur le contenu de l'activité de travail, donc l'activité réelle de travail, l'environnement physique, mais aussi les paramètres individuels de la personne, l'organisation de travail, voilà, etc. Voilà, donc c'est tous ces éléments auxquels on va s'intéresser en tant qu'ergonome. Donc ensuite, voilà, donc le lien entre le travail sur écran et l'activité de travail. Donc ce qui est important de dire, c'est que pour des postes qui paraissent semblables, il peut y avoir une grande variabilité. Voilà, donc l'important, c'est vraiment d'aller comprendre en détail l'activité réelle de travail et l'organisation de travail. Euh, voilà, donc par exemple, certains équipements peuvent être utilisés de façon variable en fonction de la tâche et de l'organisation. Euh, voilà, donc par exemple aussi, un poste de travail ne s'aménage pas de la même façon si la personne passe 8 heures par jour ou 2 heures par jour à son poste. Voilà, donc les tâches également sur l'ordinateur peuvent être très variées. Donc ça peut être de la consultation de documents, de la saisie de données, de la rédaction, de la conception graphique, etc. Donc quand on parle de travail sur écran, finalement la palette au niveau de l'activité est très large. Donc ça va être notre rôle, mais aussi voilà, peut-être le rôle d'autres personnes qui interviennent sur ces postes-là, d'aller investiguer vraiment en profondeur pour comprendre en détail l'activité de travail. Voilà. Donc, y a-t-il une posture idéale pour travailler sur écran? Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de posture idéale euh, de travail sur écran. Euh, L'important à comprendre, c'est que l'on peut dire que ce sont les postures maintenues qui vont être les plus dangereuses.
Donc ce sont celles qui peuvent générer des troubles musculo-squelettiques, donc TMS, mais aussi des troubles de la circulation sanguine, des troubles visuels, cognitifs, de la fatigue, etc. Il est donc impératif de changer régulièrement de posture et de faire des pauses visuelles, donc par exemple regarder un point fixe au loin. Donc par rapport aux pauses, ce qu'il est conseillé, c'est de faire des pauses de 5 minutes toutes les heures si le travail est intense sur écran, ou de 15 minutes toutes les 2 heures si le travail est plus varié. Voilà. Donc le maître mot, c'est bouger. Donc voilà, on va essayer de faire des pauses régulières, tout en se levant, en marchant, en s'étirant si possible. Et c'est vrai quand on est dans le travail sur écran, on a un peu du mal, on reste souvent stanké derrière nos écrans. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un impératif dans le fait de bouger et on en parle souvent, vous entendez souvent ce mot, lutte contre la sédentarité. On y est, on est en plein dedans. Donc ensuite, la posture assise. Donc ici, vous voyez une illustration inspirée de la norme AFNOR X35102, donc qui traite de l'ergonomie de conception des postes de travail bureautiques. Donc ce que nous dit cette norme par rapport à la posture assise, c'est qu'il ne faut pas hésiter également à bouger, à varier ses postures, même en position assise. Donc on a parfois l'idée justement de garder le dos droit, de rester dans une, entre guillemets, une bonne position de travail, de rester plutôt statique. Donc ce n'est pas ce qui est conseillé actuellement. Donc il faut pas hésiter à bouger également sur son siège de travail. Ne pas hésiter aussi à jouer avec les réglages de son siège, notamment l'inclinaison du dossier, voilà, pour varier ses postures. Donc, par exemple, on peut varier de posture quand on consulte un document, quand on passe un appel téléphonique. Voilà, donc l'important, c'est de ne pas se mettre de barrière mentale en s'obligeant à rester fixe, le dos droit, etc. Voilà. Et on va en reparler, mais effectivement, si vous regardez cette image-là, vous voyez que les personnes, elles ont toutes les pieds qui touchent le sol pour pouvoir varier leur posture. Et ça, c'est quand même un élément qui est assez important. Oui, effectivement. Donc ensuite, la position debout. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la position debout fait dépenser 12 à 30% d'énergie en plus. Ce qu'il est à noter également, c'est qu'il est conseillé de ne pas maintenir une position debout au-delà de 15 à 20 minutes. Sinon, on pourrait avoir des problématiques au niveau, par exemple, des articulations ou du dos. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'alterner la position assis et debout. Donc, sauf bien sûr si on a des douleurs particulières ou des restrictions médicales. Donc, pour ce faire, pour alterner la position assis debout, on va utiliser des bureaux réglables en hauteur. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs types, plusieurs modèles de bureaux réglables en hauteur, qui vont être plus ou moins complexes à régler. Donc en partant du moins complexe, on va avoir des modèles avec des crans en fait qui vont être assez complexes à régler, les modifications ne vont pas pouvoir se faire tous les jours. Voilà, donc, mais en tout cas, ça offre la possibilité de pouvoir régler la hauteur du bureau. Ensuite, on va avoir des réglages par manivelle, par exemple. Donc ça va être un petit peu plus simple. Et bien sûr, l'idéal, c'est le poste de travail réglable électriquement. Voilà, qui est notamment avantageux pour tout ce qui est desk sharing, donc on abordera ensuite. Et Voilà. sachant qu'aujourd'hui, vous en trouvez à des prix qui défient à peu près toute concurrence, puisqu'il y en a, on regardait hier encore, environ dans les 200 euros sur Internet. Donc voilà, après, il faut voir la qualité de ce matériel. Nous, on conseille des fournisseurs qui ont un mobilier particulièrement adapté, étudié pour certaines situations de travail. Donc c'est à voir à l'utilisation. Mm. Et donc on peut dire Ah oui, également que les postes de travail enfin, réglables électriquement peuvent avoir des options aussi de mémorisation de hauteur. Donc ça peut être intéressant aussi voilà, quand plusieurs personnes travaillent sur le même poste, par exemple.
Ce qu'on peut dire aussi, voilà, c'est qu'il y a une petite problématique sur la photo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc au niveau de la hauteur de l'écran, donc le monsieur a posé son ordinateur portable directement sur son plan de travail. Euh, Nous, ce qu'on conseille, c'est voilà, ce qui est conseillé, c'est d'avoir le haut de l'écran à hauteur du regard pour pas développer des problématiques au niveau cervical. Voilà, donc on verra ensuite les dispositifs qu'il existe pour pallier cette problématique et justement remonter l'ordinateur portable. Voilà, donc ensuite on va voir les équipements, les principaux équipements que l'on peut retrouver sur un poste de travail sur écran. Donc tout d'abord, bien sûr, le siège de travail. Donc dans l'idéal, un siège de travail doit disposer de nombreux réglages, d'un maximum de réglages, je dirais, euh, pour pouvoir s'adapter au mieux à l'activité de travail, mais bien sûr aussi à la morphologie individuelle de chacun qui est bien sûr différente. Donc on va passer un petit peu en revue les réglages les plus courants. Donc au niveau des accoudoirs, donc on va avoir le réglage de la hauteur des accoudoirs, de la profondeur. On va avoir parfois un réglage de l'angle. On va avoir parfois également un réglage de l'écartement des accoudoirs. Donc ce qu'il est conseillé par rapport aux accoudoirs, c'est d'avoir des accoudoirs courts, donc qui n'éloignent pas voilà, si on a des accoudoirs longs, on va être trop éloigné de son plan de travail, ça va être gênant. Ça Au risque, niveau de l'assise, oui, Julie? pardon, ça risque de buter dans le plan de travail, les Oui, voilà. accoudoirs. Ouais, c'est ça. Donc au niveau de l'assise, on va avoir bien sûr le réglage de la hauteur de l'assise, mais on peut avoir le réglage de la profondeur également. Donc il est conseillé d'avoir 2 à 3 doigts entre l'arrière du mollet et le bord de l'assise. Au niveau du dossier, donc l'inclinaison du dossier, on va avoir également le réglage de la hauteur du dossier. Certains sièges sont équipés également d'un système de bascule, donc de bascule du dossier, mais également parfois d'une bascule au niveau de l'assise. Donc cette bascule de l'assise est souvent simultanée avec la bascule du dossier. Voilà. Ce qui permet de conserver un angle au niveau du bassin à peu près constant, donc ça va être pas mal. On va retrouver aussi sur certains sièges des soutiens lombaires, voilà, qui vont être réglables en hauteur parfois pour bien les placer au niveau de la zone lombaire, qui vont être réglables également en intensité, donc que ça soit par des sangles réglables avec une vis ou alors des systèmes pneumatiques. Euh, voilà. Alors des fois, alors parfois on a un appuie-tête également, donc une tétière, donc qui peut être également réglable. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Euh, voilà. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tester ces réglages. Il ne faut pas hésiter à modifier sa position. Il ne faut pas avoir peur. Euh, et lorsqu'on achète un siège, donc l'idéal c'est de tester plusieurs modèles. Donc si on en a la possibilité, alors il y a des fournisseurs spécialisés en matériel bureautique qui proposent de la mise en test de matériel, notamment sur des sièges. Donc la personne peut tester plusieurs sièges de travail. Maintenant, si l'entreprise ne peut pas faire appel à ses fournisseurs, oui, ces fournisseurs spécialisés, on conseille généralement d'acheter voilà, si l'entreprise renouvelle tout son parc de sièges, on conseille d'acheter plusieurs modèles de sièges pour que chaque opérateur puisse en tester plusieurs et, et voilà, que ça soit adapté à chacun. Afin de définir, si vous devez définir un marché ou une commande ou des éléments de ce type-là, vous pouvez justement avoir quand même commandé un certain panel de sièges avant de les commander en grande quantité. L'idée, c'est pas de se tromper sur la grande quantité, mais d'avoir un matériel qui est validé par vos opérateurs à minima en amont. Voilà. Donc ensuite, quelques exemples de sièges un petit peu plus originaux. Voilà, donc par exemple sur la première photo, on va avoir un siège qui dispose d'une assise selle. Voilà, donc ça permet, on va dire, de libérer l'arrière des cuisses
pour éviter une compression au niveau de l'arrière des cuisses, par exemple au niveau de la circulation sanguine, ou alors par rapport à des personnes qui vont avoir des problèmes de sciatique. Ça va être utile également sur des postes où on a besoin de se déplacer de manière latérale, donc ça va faciliter le déplacement en position assise. Ce sont également des sièges qui vont être facilement utilisables sur des postures assis-debout. Donc on a vu la posture assise, la posture debout. C'est vrai qu'il peut y avoir l'entre-deux, on va dire, la position assis-debout, ou alors une position debout, mais qui peut être améliorée avec un siège assis-debout. Donc sur des sièges assis-debout, on va avoir des roues autobloquantes. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va s'asseoir ou s'appuyer sur le siège, les roues vont se bloquer et le siège ne va pas rouler, hein, ce qui est obligatoire sur ce type de siège. Ensuite, on va avoir un autre type de siège qui va permettre une utilisation plus variée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'asseoir d'une manière classique, mais également, donc, comme on voit sur la photo, à califourchon, donc c'est-à-dire avec un appui sternal voilà, sur le devant du buste. Donc ça va être, ça va permettre de varier tout simplement les postures, comme il est conseillé. Et par exemple, sur des postes où l'on va avoir des tâches de précision, on va souvent être penché en avant, donc le dos décollé du dossier, pendant peut-être plusieurs heures. Donc là, ça va être intéressant sur ce type de tâches de précision, par exemple. Donc ensuite, on va avoir le siège ballon. Donc le siège ballon, généralement, les gens utilisent un siège de fitness ou de gym. Là, c'est un modèle adapté au travail sur écran. Donc c'est un modèle, on va dire au niveau de la taille, il est adapté, il est un petit peu plus lourd. Voilà, donc ça va éviter les risques de chute, par exemple. Au niveau du revêtement, ça va être un revêtement antistatique. Ça va également limiter les bruits de couinement, voilà, qui peuvent être dérangeants, notamment sur des espaces partagés. Voilà, donc ce qu'il est important de dire, c'est que l'utilisation d'un siège ballon peut être intéressant sous plusieurs aspects, notamment postural. Ça permet de travailler, alors peut-être pas de travailler, mais de solliciter les muscles profonds, de libérer un petit peu le bassin si on a des tensions au niveau du bas du dos, par exemple. Maintenant, il est très important de noter qu'il faut l'utiliser en parallèle avec un siège classique. Voilà, donc le siège ballon est utilisé avec parcimonie, donc 2-3 fois par jour, euh, sur une durée de 20 à 30 minutes. Voilà, c'est ce qu'on conseille généralement. Après, il n'y a pas de règle et on encourage les personnes à rester à l'écoute de leur corps, mais à rester prudentes sur l'utilisation prolongée de ce type de siège. Voilà. Donc et enfin, des sièges beaucoup plus spécifiques. Donc ici, on a un siège avec un dossier évidé au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va plus les proposer pour des personnes qui ont des pathologies assez spécifiques. Euh, voilà, donc ça, ce sont des exemples de sièges, mais il en existe une grande variété. Juste, il nous reste, Nico, je attire l'attention sur l'heure. Il reste à D'accord, peu près un quart d'heure, 20 minutes d'animation. ça marche. Bon, je vais accélérer. Donc, au niveau du plan de travail, là, donc au niveau de la largeur de la profondeur, on a la norme X3502 qui nous dit qu'au niveau de la longueur, on va être sur 120 cm minimum, profondeur 80 cm. La profondeur est importante par rapport à la place au niveau des jambes sous plan de travail, mais aussi à la distance œil-écran. Voilà. En fonction des éléments qu'on va disposer sur le plan de travail, la norme va s'adapter, va proposer des dimensions plus importantes. Ce qu'il est important de noter, c'est que souvent, on va, on va aller au-delà des normes. Donc, par exemple, si pour une personne qui utilise beaucoup de documents papier ou qui reçoit du public, voilà, on va analyser tous ces paramètres-là. Et c'est vrai que généralement, il faut pas hésiter à aller au-delà des normes si c'est possible, bien sûr. Parce que 120, c'est très peu. On est plutôt aux alentours de 180 en termes de largeur, hein, généralement. Oui. Notamment pour un double écran. Mhm.
Voilà. Donc au niveau de la hauteur du plan de travail, ce qui est conseillé, c'est d'avoir le plan de travail à peu près au niveau du coude. Donc l'idéal, c'est d'avoir un plan de travail réglable en hauteur. S'il n'est pas réglable en hauteur, des fois au niveau des pieds, on va pouvoir un petit peu jouer sur la hauteur. Les plans de travail sont rarement trop bas, mais ça peut être le cas pour des personnes qui sont assez grandes ou des plans de travail spécifiques. Maintenant, on va souvent avoir des plans de travail qui sont trop hauts, donc généralement, on propose l'installation d'un repose-pied. L'idée, c'est d'avoir les pieds à plat, stables, que ce soit au niveau du sol ou sur un repose-pied. Voilà. Et sachant que le repose-pied, il va quand même supprimer des éléments de dynamique posturale. Donc, tant que faire se peut, s'il peut y avoir un plan de travail à la bonne hauteur, ben, c'est par là que commence la lutte contre la sédentarité. Mhm. Voilà. Ensuite, les périphériques. Donc, par rapport au clavier, on va conseiller des claviers fins. On va conseiller également d'enlever les petits taquets à l'arrière du clavier pour avoir un clavier à plat. Si bien sûr le clavier est positionné au bord du plan de travail, ce qui est conseillé, mais ce qui n'est pas toujours possible. Donc voilà, le fait de positionner le clavier à plat, ça va permettre une position neutre au niveau du poignet. Voilà. Donc au niveau de la souris, elle doit au maximum être dans l'axe de l'épaule. On peut penser également à régler la vitesse du curseur, voilà, pour limiter les déplacements. Concernant l'ensemble des périphériques, donc que ce soit clavier, souris, téléphone, etc., on va essayer de les rapprocher au maximum pour avoir une proximité immédiate sur ces équipements. Au niveau de la souris, la contrainte principale, ça va être au niveau des clics, au niveau de la répétitivité, au niveau des doigts, qui peut générer des pathologies comme le canal carpien. Là, on va essayer d'encourager l'utilisation de raccourcis clavier également, ou alors du clic sur le clavier, etc. On va voir toutes ces possibilités et on va vous présenter également différents types de souris qui peuvent venir pallier ce problème. Voilà. Donc il faut faire également très attention aux câbles, donc ni trop longs ni trop courts, qui peuvent venir compliquer l'utilisation des périphériques. Et au niveau de l'unité centrale, donc il faut privilégier le placement sous le plan de travail, donc en suspension, plutôt qu'un placement sur le plan de travail qui va perturber l'optimisation de l'espace, et au niveau du sol qui va parfois gêner au niveau des jambes. Ce qu'on peut dire aussi au niveau des écrans, c'est qu'il faut faire attention à la colorimétrie et à l'intensité lumineuse. Donc, les différents types de souris qu'il existe, donc la souris classique qui pose parfois des problèmes au niveau canal carpien, douleur, tendinite, etc. Donc, la première souris que l'on va proposer généralement, c'est une souris verticale, donc qui permet de replacer le poignet en position neutre, donc dans l'alignement du coude et de l'épaule. Donc c'est une position qui va nécessiter moins de tension. Voilà, donc quand on utilise une souris classique de manière sans s'en rendre compte, on va exercer un effort pour placer la main en position horizontale. Donc voilà, c'est une bonne solution, mais qui demande une certaine adaptabilité. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on va avoir différents types de souris, donc voilà, comme des trackballs, des touchpads, des joysticks, donc qui présentent voilà, des avantages, des inconvénients. La problématique principale, c'est l'adaptation de la personne à ce type de matériel. Mais voilà, ils ont des avantages spécifiques chacun, et puis il existe plein d'autres modèles. Voilà, donc quelques exemples d'équipements. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour rehausser la hauteur de l'écran sur un ordinateur portable, on va préconiser des supports d'ordinateur portable, que ce soit en position debout ou en position assise. Ensuite, voilà, ce qu'on préconise généralement, c'est des bras articulés qui se fixent sur les écrans. Donc si possible, double écran, au niveau de la charge mentale, au niveau du nombre de clics, au niveau voilà, de tout un tas de choses. Ça va être quelque chose de positif, généralement d'avoir deux écrans, sauf si bien sûr on n'a pas la place, ou alors si on reçoit du public, c'est un petit peu compliqué. Au niveau des bras articulés, il faut faire attention qu'ils soient équipés de vérins et non de vis, voilà, qu'on puisse les
les régler facilement. Voilà, et ça permet d'optimiser la place sous les écrans également au niveau du plan de travail. Un élément aussi très intéressant qui est très apprécié, c'est le support de documents ou porte-documents. Voilà, donc ça va être une sorte de pupitre que l'on place entre l'écran et le clavier. Ça va permettre de rapprocher au maximum le clavier. Souvent, on a tendance à placer ces documents devant le clavier et donc à éloigner le clavier, à se pencher en avant pour atteindre le clavier. Donc ça va être une bonne solution. Ensuite, bien sûr, le casque téléphonique pour éviter de bloquer le combiné entre l'oreille et l'épaule. Voilà. Et donc aussi, on va avoir des supports avant-bras qui se fixent directement sur le... Alors quand je dis on va avoir, on n'est pas vendeur, mais on préconise. Voilà. On préconise ce genre d'équipement, donc des supports avant-bras que l'on va utiliser, que l'on va préconiser dans des espaces, par exemple, exigus où les accoudoirs seraient gênants. Ou alors sur des sièges qui ne disposent pas d'accoudoir, donc on va pouvoir avoir cette solution. Et bien sûr, le plan de travail réglable en hauteur que l'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie sur les nouveaux modes de travail. Donc, merci Nicolas pour toute cette partie sur le travail sur écran. Donc, les nouveaux modes de travail, on va d'abord préciser de quoi on parle. Donc, on parle majoritairement de flex office. Donc, le flex office, c'est un terme qui a été développé dans les années 80 à Harvard, donc qui n'est pas tout jeune. Et en fait, derrière, ça englobe à la fois des espaces de travail et des modes d'organisation du travail. Donc, télétravail, coworking, desk sharing, on va revenir sur la définition, bureau traditionnel. Et donc, ces éléments sont variables en fonction du choix de l'entreprise et du salarié. À titre d'exemple, un salarié posté 50% de son temps au bureau et 50% de son temps en télétravail est considéré comme étant en flex office. Donc, en version française, le flex office, c'est espace dynamique et vous le retrouverez sous cette définition dans la norme qu'on a citée, la norme NF X35102, autour de la conception ergonomique des espaces tertiaires. Donc cette norme, elle est aussi critiquée, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup citée, mais on va vous donner des éléments de contrepoint aussi par rapport à cette norme. Nous, on va zoomer aujourd'hui sur les éléments d'espace ouvert et de télétravail, et on dira aussi un mot sur le desk sharing. Donc, espace ouvert ou open space. Donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir questionner, maîtriser en open space? Donc, effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'espace, vous le savez. Donc, souvent, avec le développement du télétravail, il est question de mettre moins de surface pour plus de salariés. Pour autant, faites très attention, ça ne doit pas se faire au détriment de la dimension psychologique perçue, des équipements, de l'organisation et des zones de travail collaboratifs. Vous avez des articles qui sont très bien faits, justement en contrepoint aussi à la norme, qui sont faits par Michel Boucher et Josse, qui sont architectes d'intérieur et programmistes. Donc, je pense que Hélène va vous mettre le partage des articles dans le chat autour de la norme. Donc, ça s'appelle Interpellation architecturale et ergonomique et je vous conseille, notamment avant de gros projets d'aménagement, d'aller les consulter. Collaboration. Ben oui, en fait, l'espace ouvert, il est fait pour le travail collaboratif. Ce qui fait qu'il est très adapté, par exemple, à certaines équipes marketing qui vont brainstormer toute une grande partie de leur journée autour de projets, mais il va être très peu adapté à d'autres métiers, par exemple, de l'ordre du social, où il y a la nécessité d'avoir une confidentialité autour des échanges partagés avec les usagers et la nécessité d'avoir de la concentration permanente pour faire certaines activités. On ne mettra pas des experts comptables en open space. On essaye de ne pas faire ça. Cependant, donc, l'idée, c'est de favoriser la circulation d'informations, l'entraide, mais les flux de personnes générés doivent être anticipés et les métiers ne sont pas tous adaptés, comme je le disais. Il faut aussi faire attention aux nuisances sonores, puisque dans un environnement ouvert, les sources de bruit sont très nombreuses. Il est important de les détecter, de les maîtriser, aussi bien au niveau bâtimentaire qu'au niveau d'organisation du travail. Donc, on va regrouper les personnes qui travaillent ensemble par pôle et de façon à ce qu'elles ne soient pas d'un bout à l'autre de l'open space pour devoir communiquer ensemble. Voilà, confidentialité, je viens d'en parler, donc vous avez les éléments sur le PowerPoint. On ne vous l'a peut-être pas dit, mais le PowerPoint, on vous l'enverra par mail après, de la même façon qu'on vous avait envoyé le lien.
autour de notre webinaire. Donc, espace ouvert ou partagé. Là, vous avez 2 petits dessins qui sont extraits justement des articles de Bruno Michel, Gérard Boucher et Pascal Josse de 2021. Donc, ce sont des éléments qui vont nous éclairer sur certaines dimensions. Donc, vous voyez un petit peu sur l'espace de gauche, donc on a un open space avec des plans de travail qui sont disposés, des postes de travail, et puis une zone de circulation principale avec une petite personne qui dit « Jacques va passer, je n'ai pas intérêt à me reculer de trop ». Donc, on déconseille effectivement de placer des postes directement accolés ou dos à une zone de circulation principale en open space. Et on essaye aussi d'éviter, là vous voyez sur le schéma de droite, on essaye d'éviter les postes en face à face. Pourquoi? Parce que les cônes de voix, sinon, se recouvrent. Donc là, vous avez un exemple d'organisation sur la droite de postes de travail avec une triangulation d'échange et les personnes ne vont pas se gêner quand elles se parlent l'une en face de l'autre ou quand elles s'adressent l'une à l'autre. Si vous ne pouvez pas faire autrement que mettre des postes en carré en face à face, n'hésitez pas à mettre des cloisons entre ces postes-là, mais attention, les cloisonnettes de 30 cm ne serviront à rien en termes d'acoustique, donc il faut que ce soit des cloisons plus hautes. De ce côté-là, je vous invite à regarder, il y a des éléments sur Internet, que ce soit sur l'INRS ou ailleurs. Un petit mot sur le desk sharing. Donc le desk sharing, à la différence d'un espace avec bureau attitré, puisqu'un espace ouvert peut être un espace avec des bureaux qui seront quand même attitrés pour chaque opérateur, chaque salarié au sein de vos organisations. Le desk sharing, là, présuppose le partage de bureaux entre plusieurs salariés de façon non nominative. On arrive le matin et puis on ne sait pas forcément, en tout cas, on va se positionner à un poste de travail qui ne sera peut-être pas le même le lendemain ou le surlendemain. Donc, il faut savoir que justement, pour que vos opérateurs et vos salariés puissent se projeter, souvent, on met en place un planning d'occupation et une charte informatique, puisque généralement, la réservation se fait à distance. L'idée, c'est qu'ils puissent se projeter et maîtriser leurs futures conditions de travail. Il va falloir aussi, pour pouvoir maîtriser les réglages possibles des équipements de travail avec différentes morphologies, favoriser la mise en place de plans de travail réglables en hauteur, de bras support d'écran articulé pour régler son écran à chaque fois et essayer d'éviter justement l'apparition de troubles musculo-squelettiques puisqu'il y a différentes morphologies et qu'on ne peut pas avoir un bureau adapté à chacun de façon fixe. Il faut pouvoir mobiliser ces éléments. Ensuite, l'important, quand on ne peut pas mettre ses effets personnels à son plan de travail puisqu'il n'est pas attitré, et qu'on n'a pas d'espace attitré, c'est d'individualiser des zones de rangement fermées à clé avec des casiers nominatifs pour les salariés. Alors, on a vu, et c'est pour ça qu'on vous alerte là-dessus, on a vu des tout petits casiers parfois dans certains endroits où la personne avait tout juste l'espace de mettre son ordinateur. Il ne faut pas oublier qu'il faut que votre opérateur, votre salarié puisse se projeter aussi peut-être avec d'autres éléments. Donc, ça peut être le contenu d'un sac à dos, d'un sac à main, en plus des effets de travail. Donc, ne pas hésiter à laisser cette place et aussi cette place psychique. Prévoir aussi des espaces différents selon les besoins et les tâches concernées, puisque effectivement, il faudra différentes zones au calme, des zones de travail partagées, conviviales, informelles, des zones de travail collaboratif, des espaces de réunion et des bulles d'isolation ou de réunion en nombre suffisant. Et pour savoir si c'est un nombre suffisant, il va falloir faire co-participer vos collaborateurs ou vos salariés à la création de ces espaces pour pouvoir savoir comment ils utilisent les espaces et quels sont leurs besoins. Alors, privilégier du matériel portable pour permettre une mobilité facile d'un plan de travail ou d'une zone d'isolation ou d'un espace de réunion à l'autre. Alors, un point sur les risques en espace ouvert ou en desk sharing. Donc, oui, l'absentéisme, ça peut être généré par le fait de modifier les conditions de travail et notamment du flex office avec un open space ou des espaces qui ne vont pas être adaptés. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une surexposition de vos salariés aux nuisances sonores et verbales. Il peut y avoir une sensation de disparition de l'intimité
manque de situation de repli ou un vécu de stéréotypie des espaces. Et donc, la personne va avoir du mal à se projeter dans son espace de travail et aussi dans l'organisation. Ou on l'a vu pendant les périodes de Covid aussi, une exposition bien évidemment aux risques infectieux. Donc, quels que soient les enjeux spatio-économiques, l'idée, vraiment, comme je vous le disais, c'est de co-construire avec vos agents et vos salariés en prenant en compte leur réalité de travail. Alors, un petit mot donc sur le télétravail. Donc, l'idée, quand on est en télétravail, souvent, c'est des espaces qui sont bricolés. Alors, il y a des éléments que vous pouvez fournir à vos salariés et à vos agents. Donc, sur la droite du PowerPoint, vous avez un petit encart avec les 3 F. Donc, fournir le matériel nécessaire au télétravail, favoriser les outils numériques. Donc, est-ce que vous avez des outils numériques qui sont adaptés pour supporter un travail à distance de qualité? Et former, puisque vos équipes doivent être formées pour pouvoir travailler avec ces outils en télétravail. Et l'important, c'est d'avoir une équipe support informatique et de maintenance qui puisse être vraiment ressource. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir un équipement choisi et adapté. Alors, pour certains, vos salariés vont pouvoir adapter leurs conditions de travail à domicile. Et certains auront une pièce, d'autres pas, à consacrer au télétravail. S'il y a une pièce, l'idée, c'est toujours de mettre une petite pancarte de couleur pour que si jamais il y a des enfants à proximité, ils puissent voir quand c'est vert ou quand c'est rouge, s'ils peuvent entrer dans l'espace. L'idée est d'avoir une organisation rigoureuse mais souple, bien évidemment, c'est ce que permet aussi le télétravail, et des limites à poser. Donc, on va un petit peu en parler plus avant, sachant que les bonnes pratiques du travail sur écran qu'on a vues jusque-là s'appliquent ici aussi, en télétravail. Bien sûr, parfois, on bricole. On met un support d'écran en carton. On peut empiler des ramettes de papier pour faire certaines choses. On peut se fabriquer un repose-pied maison. Il y a des possibles, faites-le, n'hésitez pas à bricoler chez vous. Ensuite, en télétravail, les piliers d'une organisation efficiente. On parle des facteurs organisationnels en télétravail qui sont majeurs et qui sont aussi initiateurs et qui peuvent donner des risques psychosociaux notamment. Alors, d'un point de vue de la charge de travail, il faut s'assurer de la clarté des rôles de chacun, établir un bilan pour adapter les activités et la charge de travail en fonction des moyens, identifier les tâches prioritaires avec les salariés et faire un point régulier sur la charge de travail. Attention aux logiciels de contrôle. Effectivement, on vous conseille davantage d'utiliser des logiciels de gestion de projet pour surveiller la charge de travail. Ce n'est pas du tout les mêmes modalités. Et sachant que la confiance est un des piliers essentiels dans une organisation en télétravail, il faut que vous puissiez la favoriser avec vos salariés tout en ayant la main sur vos responsabilités en termes d'organisateurs et de responsables du côté de la charge de travail. Alors, adapter les horaires de travail, encourager le respect des temps de pause à distance, s'informer et s'assurer d'une mise en place du droit à la déconnexion, être flexible sur les horaires de travail pour permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je continue avec le soutien du manager. Je disais tout à l'heure je parlais déjà de la relation de confiance. Donc, l'idée est de prévoir aussi des temps d'échange réguliers avec chaque salarié et se montrer disponible en cas de besoin. Donc, on disait, par rapport au logiciel de contrôle, favoriser plutôt les logiciels de reporting ou de gestion de projet à distance. Et surtout, l'idée est d'éviter les malentendus et les quiproquos à distance, donc de maintenir et de varier les communications orales aussi et les communications écrites avec vos salariés. En termes de relations de travail, mettre en place des réunions d'équipe régulières si possible en présentiel, encourager le collectif à adopter des comportements d'entraide et de soutien et permettre aussi les échanges entre salariés, y compris les temps informels virtuels, notamment par exemple le café du jeudi matin, le café virtuel du jeudi matin. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation sur les nouveaux modes de travail. Vous avez beaucoup d'informations qui sont riches et variées qui vous ont été données. Alors, ceci dit, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire que si vous avez une situation de travail complexe, un environnement ou un équipement à concevoir, donc nous sommes présents aussi. Donc, l'idée, si vous avez des lieux de travail à revoir, un déménagement prévu, une conception, vous voulez changer l'implantation de vos postes, vous voyez que ça ne correspond pas tout à fait, votre organisation actuelle, aux besoins de votre activité, ou vous repérez qu'il peut y avoir des douleurs
que vous avez vous ou quelqu'un dans votre équipe, dans votre activité, n'hésitez pas, le médecin du travail, c'est votre interlocuteur de choix et il peut, après que vous l'ayez saisi, mobiliser une action ergonomique de notre pôle. Donc, nous sommes 3 sur le département du Var et nous pouvons vous aider à travailler sur ces situations-là et vous accompagner. Donc là, il faut savoir que dernièrement, on a acquis un équipement de réalité virtuelle. Donc, c'est un casque 3D MetaQuest qu'on peut connecter, nous, à notre logiciel SketchUp 3D. Donc, ce qui nous permet, en fait, de concevoir vos environnements de travail en 3D et de pouvoir même vous immerger dedans avec un casque 3D. Vous immergez vos salariés et vos agents pour faire des simulations et voir si les distances peuvent convenir de travail avec les équipements. La circulation peut est intéressante suivant ce que vous avez prévu sur vos plans. On peut vous aider à modifier ces éléments si nécessaire. Je vais mettre en route la vidéo. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo qui vous montre un aperçu de la façon dont on peut circuler dans un environnement virtuel qu'on a simulé. Sachant que voilà, on va voir la personne qui peut s'asseoir, effectivement, ou faire semblant de s'asseoir dans cet espace. Donc, ce qui donne un peu aussi la vision de ce que la personne aura en situation de travail. On peut même éventuellement simuler des éclairages si nécessaire en fonction de l'orientation de votre bâtiment. Donc, sachez que nous, on va animer le 4 avril en présentiel un atelier à Audalia où on pourra vous faire tester cette réalité virtuelle. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site dans la rubrique événements pour ce prochain webinaire. Et maintenant, merci à vous. Vous avez un questionnaire de satisfaction suivant ce lien, mais là, on va d'abord échanger pour ceux qui peuvent encore et on va accueillir vos questions. On va peut-être débloquer vos micros. Je débloque les micros sont débloqués. Voilà, donc super. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez réactiver vos micros maintenant, normalement, ça marche. Et mettre, et que si quelqu'un veut poser des questions, qu'il mette la petite main ou qu'il prenne la parole. Il n'y avait pas de questions, on attend dans le chat. Il n'y a pas de questions, on attend dans le chat. Merci Hélène d'avoir pris la parole, c'était courageux. Oui, merci. Merci pour le chat. Avec ta voix. Merci à vous de vos commentaires et de vos remerciements dans le chat. Voilà, et bonne journée à ceux qui doivent partir et qui doivent nous quitter. Oui. Et puis n'hésitez pas à revenir vers votre médecin du travail, voilà, si vous avez des besoins particuliers, des questions complémentaires après ce webinaire. Et le médecin du travail nous transmettra des informations et nous pourrons vous recontacter également. Serait-il possible? Oui. On va vous envoyer par mail le PowerPoint de la réunion. On ne peut pas envoyer l'enregistrement vidéo, mais il sera visible normalement sur nos plateformes et sur YouTube. Ah, est-il possible d'avoir des subventions pour l'achat de matériel? Je vois. Alors, si vous pensez, alors il y a différentes possibilités. Soit vous avez effectivement des salariés qui sont en situation de handicap et ça peut être l'AGFIP ou le FIPHFP qui peuvent financer. Soit c'est la CARSAT, bien évidemment, qui peut éventuellement vous aider sur certains projets. Mais actuellement, les subventions, en tout cas côté équipement, pour baisser les risques de troubles musculo-squelettiques, sont un petit peu suspendues. On attend de savoir comment ça va se passer cette année. On n'a pas encore les réponses de la CARSAT, donc on ne sait pas s'il y aura des financements possibles. Mais les collègues, si vous voulez compléter. Oui, non, tu as très bien dit. Voilà. Je vois une question de Virginie également. Où peut-on trouver les réglages pour le siège? Donc là, tout va dépendre du modèle de votre siège.
voilà, si vous avez une notice d'utilisation, une notice que vous pouvez trouver sur Internet en fonction du modèle, si vous arrivez à trouver le modèle. Sinon, n'hésitez pas à tester, voilà, à tester ou Et appelez votre fournisseur, en fait, parce que la personne qui vous la fournit, sauf si c'est une plateforme Internet, elle est censée pouvoir vous conseiller sur l'utilisation du siège. Et sinon, vous reprenez les éléments qu'il y a dans notre PowerPoint et vous verrez avec les petites flèches, généralement, on vous a mis là où étaient les réglages habituels, on va dire. Mais des fois, il y a des petites... chaque personne met ses... Enfin, chaque fabricant met ses réglages où il le veut, donc il y a des petites nuances. Voilà, voilà. On n'a pas parlé de l'éclairage recommandé, effectivement. Alors, je ne sais pas si Hélène peut partager un document INRS sur ce point. Donc, on sait entre 300 et 500 lux maximum en termes d'éclairage, mais ça peut varier en fonction des personnes. Et puis, effectivement, ce qu'il s'agit d'éviter, ce sont les reflets. Et puis, la règle, on va dire, assez bien connue, mais qui prévaut quand même quand on le peut et que l'espace le permet, c'est quand même d'avoir son plan de travail qui va être perpendiculaire aux sources de lumière extérieures, c'est-à-dire aux fenêtres. Et attention aux éclairages directs, puisque souvent nous avons des éclairages LED ou néon qui vont être directs et qui vont projeter la lumière. On pourra préférer des éclairages indirects, c'est-à-dire qu'ils vont projeter la lumière au plafond et ensuite ce sera la réflexion sur votre plafond qui va permettre l'éclairage du bureau. C'est super parce que ça diminue les reflets notamment. Ouais. Alors, il y a encore une autre Alors question. voilà, du coup, une question par rapport à la lumière bleue. Donc généralement, nous, on préconise les écrans, alors on appelle ça des écrans anti-reflets, donc on va plus les préconiser pour des problématiques de reflets, donc par rapport à un éclairage qui se trouve en arrière du poste, ou alors un poste qui est dos à une source de lumière extérieure, ou alors pour des problématiques de confidentialité. Maintenant, il existe un très bon outil sur Windows qui est intégré à Windows. Vous pouvez le trouver en tapant dans la barre de recherche Windows éclairage nocturne. Et sur cet outil, vous allez pouvoir régler l'intensité de la lumière bleue. Voilà, en fonction de votre fatigue visuelle, du moment de la journée, voilà, du temps qu'il fait dehors. Vous allez pouvoir tout au long de la journée régler l'intensité de la lumière bleue. Donc voilà, donc si vous tapez éclairage nocturne dans le menu démarrer, voilà, en l'activant. Donc c'est une petite astuce qui fait parfois la différence pour des personnes qui ont une fatigue visuelle importante, des maux de tête, etc. Et donc on va également pouvoir jouer aussi sur l'intensité lumineuse. Donc sur un PC portable, ça va être très simple. Les commandes sont directement disponibles sur le clavier. Maintenant, sur les écrans déportés, ça va être un petit peu plus complexe. Il va falloir rentrer dans le menu, mais ça se fait très, très bien. Donc, c'est deux paramètres, donc la colorimétrie pour la lumière bleue et l'intensité lumineuse. Voilà. On va essayer de jouer sur ces deux. Et c'est super hein, parce que ça change tout. On l'expérimente nous-mêmes, ça change tout. Et juste par rapport pour obtenir un rendez-vous, pour avoir des conseils, dois-je passer par Odalia? Oui, tout à fait. Passez par le médecin du travail si vous voulez une intervention du pôle technique ou une intervention aussi d'un assistant technique en santé au travail, si vous voulez un accompagnement général en prévention. Donc, passez par le médecin du travail, dites-lui quelle est votre demande, expliquez-lui très clairement quel est le contexte et ensuite il fera le lien en interne avec les personnes qui sont directement en capacité de vous conseiller. Ensuite, il y avait une autre question, est-ce qu'on peut avoir je crois c'était une feuille de présence ou attestation de suivi? Alors, c'est la première fois qu'on nous le demande. Effectivement, nous, on va normalement faire un retour sur qui était là et qui ne l'était pas. Donc, nous, pour nos statistiques internes, effectivement, on a ces éléments-là. Mais si vous avez une attestation de suivi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on la fera. Ça vous permettra d'avoir les éléments qui sont nécessaires pour justifier de votre présence. Oui. Vous avez nos mails, hein. On vous les En fait, vous avez celui de Nicolas et le mien, ou le mien, suivant les personnes qui vous ont envoyé le lien de la présentation. Donc, vous pouvez envoyer un message sur ce mail.
Oui, alors à qui s'adresser pour les repose-pieds? Voilà, donc nous, généralement pour du matériel spécifique bureautique, on propose voilà, différents fournisseurs spécialisés que l'on pourra vous communiquer par mail si vous le souhaitez. Mail. Mm. Voilà. Sachant que l'importance du repose-pied, en fait, c'est alors d'abord, avant d'envisager un repose-pied, c'est vraiment d'avoir son plan de travail qui est à la bonne hauteur. Parce que si vous avez les pieds au sol et un plan de travail à hauteur adapté, vous verrez que bouger vos pieds, c'est quand même beaucoup mieux. Si vous mettez un repose-pied, essayez d'avoir un repose-pied qui est réglable en inclinaison, en hauteur aussi parfois, mais qui est réglable en touchant avec le pied, pas en allant se mettre à quatre pattes sous le bureau pour le régler en fait. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez l'adapter au fur et à mesure de votre journée de travail. Alors, nous avons plusieurs questions. Comment adapter comment adapter un poste suite à une opération d'une hernie discale, notamment en position debout? Alors effectivement, ça va dépendre, hein, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont une pathologie exactement la même pour laquelle on met en place exactement les mêmes choses. Donc il vaut mieux faire une étude de poste personnalisée et individualisée quand une personne a des problèmes de santé. Donc n'hésitez pas à faire le lien avec le médecin du travail pour faire une étude ergonomique ou faire une étude par un infirmier en santé au travail si nécessaire. Et notamment position debout, oui, voilà. Mais ça, il faut voir, il faut rencontrer. On va dire qu'on fait sur les pathologies, il faut vraiment qu'on rencontre les personnes et qu'on puisse avoir ces éléments. Est-ce que, hop là, est-ce que ça répond à votre question? Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le lien sur l'écran ne fonctionne pas. Effectivement, vous n'avez pas peut-être pas la possibilité de cliquer dessus. Ouais, dans ce cas-là, on pourra vous le renvoyer je pense que lorsqu'on vous enverra le support, on enverra le lien également. Oui, on enverra dans le support, vous avez le lien. Et sinon, est-ce que, Hélène, est-ce que tu peux le prendre dans le PowerPoint et le copier dans le chat? Alors, Ça veut dire ouvrir le PowerPoint. Sinon, je vais si peut-être, ça vous va, si ça j'ai vous le va, pouvoir. oui, Nico. Sinon, moi, j'enlève le PowerPoint, puisque on est en fin de présentation, et moi, je vais le copier, parce que je l'ai directement. Alors, je l'ai sous la main. Je l'ai sous la Là, main. Voilà, super. je vais pouvoir le copier. Euh, voilà. Ah, super, merci. Ben, merci, avec grand plaisir. Ben voilà, je pense qu'on va tous vous libérer. Merci beaucoup de votre présence, de votre attention. C'était un plaisir. Et à très bientôt, on l'espère, pour notre atelier en présentiel autour de la conception des lieux de travail. C'est ça. Merci à vous. N'hésitez pas à Merci. revenir vers nous si besoin. Merci, bonne journée. Bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Ah, il y a un dernier petit message dans le chat. Est-ce qu'on peut couper l'enregistrement?